La Cité européenne des scénaristes présente. Il y a un peu ce curseur quand on crée des sons, de toujours trouver une couleur particulière, une identité. Même sur le travail des portes, j'adore dire telle porte chez un tel, elle a telle sonorité parce que ce mec il est comme ça, donc sa porte elle peut pas vibrer. C'est un exemple. On se raconte nos histoires à chaque fois, chaque son, on se dit qu'est-ce que je peux apporter avec ce son. Les ingénieurs du son et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Licorice Pizza. J'étais très étonnée au moment où maintenant on met de la musique. Lui, il met pas de musique. À un moment où quand le camion part en marche arrière et il va descendre toute la route, là, il y a les bruits du camion et là, on commence à avoir peur. Il y aurait eu de la musique, on aurait rigolé. Leur métier, capter, assembler et harmoniser la matière sonore des films et séries. Dans ce 9e numéro de l'émission, la parole est aux ingénieurs du son. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont notamment officié sur Boîte Noire, Santa et compagnie, Antoinette dans les Cévennes, la saga Taken, les films de Jean-Pierre Jeunet ou encore les séries Mafiosa ou L'Art du crime. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en février 2022. Bonjour, donc je suis Amaury Denexon, ingénieur du son, tournage et accessoirement monteur son aussi. Je travaille sur de la fiction. Le dernier, c'est une série qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, qui est l'adaptation d'un manga japonais. Ok, merci. Ensuite, Nicolas Bouvet-Levrard, je suis monteur son et scénariste. Dernier projet plein, j'ai créé un deuxième long là après un premier qui a eu pas mal de succès. On est en train de terminer l'écriture et puis je suis sur plein de films en montage son parce que à cause du Covid, certains se sont décalés dans le temps pendant des mois et des mois. Et je viens d'intégrer aussi une série à l'écriture. ok, donc les deux casquettes du coup. Ouais. Ensuite, Pierre-Antoine Coutan, chef opérateur du son de tournage. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était une série pour France 2 qui s'appelle L'île prisonnière. Guillaume Valex, moi je suis ingénieur du son en fiction et en documentaire. Je fais aussi de temps en temps du montage son, un peu de mixage. La dernière série sur laquelle j'ai travaillé, c'est une série pour Netflix qui s'appelle pour l'instant Detox. qui peut changer de nom. Ok, et enfin, Sophie Chiabot, je suis surtout perchman et ingénieur du son et maintenant je suis à la retraite en fait. Donc le dernier projet que j'ai fait, c'était en 2019, un film documentaire de Romain Goupil sur Hans Hartung en fait. ok, merci pour le tour de table. Donc du coup, ma première question pour poser un peu le cadre de l'entretien, c'est par quelle porte vous entrez sur un projet en général ? Est-ce que c'est le producteur toujours ? Moi je dirais c'est le metteur en scène. Enfin moi je suis de l'ancienne génération donc ça arrive directement via le metteur en scène. Et moi quand je suis assistante c'est via l'ingénieur du son. Donc c'est pas via la prod du coup. Non. Les autres ? C'est mélangé, j'ai envie de dire. C'est soit effectivement le ou la réalisatrice, soit la production. Ouais, c'est variable. Souvent le réalisateur. Et maintenant, c'est vrai que sur les séries, ça peut arriver par la production. Il peut même y avoir des castings, comme un entretien où on rencontre plusieurs personnes. Moi, ça peut être le mixeur, ça peut être le monteur, ça peut être le réal, le prod, ça peut être quelqu'un de l'équipe. À chaque fois, c'est très différent, moi. Oui, moi c'est venu les derniers par des productions, des directeurs de production, mais c'est aussi des réalisateurs et des réalisatrices. Et voilà. Ok. Et donc dans vos réponses, il y a personne qui est jamais entré sur un projet via les scénaristes directement ou des scénaristes non réalisateurs par exemple ? Alors justement, moi sur le dernier projet, mon nom a été donné par la directrice de collection parce que je la connais, et elle savait que ça m'intéressait. Après, quand ça vient par ce côté-là, parce que c'était pas la première fois qu'elle essayait de me mettre sur des projets, ils sont pas souvent crédibles vis-à-vis de la production puisque ils savent pas comment on travaille en fait. Ils savent pas forcément si on est à même de faire tel ou tel projet techniquement et artistiquement d'ailleurs. Et du coup, est-ce que vous échangez avec les scénaristes ? Et si oui, quelle est la nature de vos échanges avec eux ? C'est très rare qu'on ait, sauf si on les connaît en fait, ou si on a fait plusieurs films avec le même metteur en scène qui était avec le même scénariste. Donc après, on entretient des relations avec eux, mais sinon on n'a aucune action sur les scénarios. Moi, ça m'est arrivé, mais c'est plus à titre personnel, j'ai envie de dire, par curiosité, de discuter avec le scénariste parce qu'il passe sur le plateau. Voilà, il y a des problématiques de scénario. Des fois, je dis, mais c'est bizarre, pourquoi tu l'as fait comme ça ? Je trouve ça étrange, ça aurait pu être différent, ou des choses comme ça. Ou je me souviens, j'avais rencontré Michel Alexandre, qui était le scénariste de L627, que j'avais adoré. Voilà, on avait vraiment discuté scénario, mais un peu en dehors du tournage sur lequel on travaillait. En même temps, je pense que ça change un peu parce que sur les séries, on est plus amené justement à rencontrer les scénaristes ou les directeurs de collection. C'est des gens à qui je parle, qui s'intéressent aux différents corps de métier.
Enfin, je pense que la tendance en France, elle est quand même à créer ce poste qui n'existe pas, qui est le poste de showrunner. Qui est en train de se créer, d'apparaître, mais... Oui, doucement. après, bon, faussement, puisqu'il y a encore le réalisateur qui a les pleins pouvoirs. En tout cas, je trouve qu'en télé, on voit plus souvent les scénaristes qu'en long métrage où on les a souvent enterrés quand le film commence. Bah, sauf quand c'est le C'est le réalisateur réalisateur, ou la réalisatrice et scénariste de son film. Enfin, ou C'est le seul cas de co-scénariste. figure où vous avez eu des échanges avec les scénaristes sur vos projets. Non, moi je les vois en post-synchro parfois, quand il s'agit de réécrire des choses. Aussi, moi je suis en post-prod au niveau du son, donc souvent les premiers visionnages, il y a souvent un ou deux scénaristes. Là, j'ai travaillé sur un film de Denis Imbert et on a vu quasiment la première projection. Il y avait Diastème, le scénariste, qui était là aussi. On était 3 ou 4 à être là pour cette première projection, par exemple. Et puis ce qui est pas mal dans ce genre de cas, c'est quand on n'a rien lu, rien vu. Moi, ça j'adore. Enfin, jusqu'ici, et découvrir le film, et ils sont assez preneurs de gens un peu vierges. Vous n'êtes pas consulté, par exemple, d'un point de vue technique, par des scénaristes des fois ou autre? Non, mais en fait, parce que j'ai fait le plus de films où le réalisateur était scénariste. Donc là, on a un échange. On lit le scénario bien en amont. On lit 12 versions du scénario. Mais bon, on sait que c'est lui qui va réaliser. Ok. Donc c'est pas tout à fait la même approche. Oui, et puis on peut aussi être amené à les croiser. Après, bon, ça se fait pas sur tous les films, mais quand il y a des lectures complètes avec les comédiens, les chefs de poste, et effectivement, il y a le scénariste, parce que c'est quand même là où on voit si les dialogues, ça fonctionne. Voilà, mais bon, nous, on n'a pas une grande interaction avec eux à ce moment-là. Du coup, quel est votre rapport au scénario, à l'objet scénario, pour les projets sur lesquels vous le lisez? Il y a 2 étapes. Il y a la première étape où on lit le scénario pour connaître l'histoire. Donc on fait attention à l'histoire, s'il y a des incohérences ou ce genre de choses. Puis il y a la deuxième fois, on le lit en se disant qu'est-ce qu'on va avoir comme problème, ce que ça va engendrer comme matériel à avoir, et ainsi de suite. Entre les téléphones, les playbacks, les musiques, les décors, entre guillemets. Oui, une lecture, on va dire, plus de découverte artistique, et après, une lecture plus technique. Mais pour moi, c'est surtout la base, le guide, j'allais dire la Bible presque. C'est l'univers, c'est qu'est-ce qu'on va effectivement devoir transcrire artistiquement avec nous, nos moyens techniques. Nous, les dialogues, parce que je pense qu'on est le département qui s'y intéresse le plus après la mise en scène, mais il y a plein de gens sur un plateau qui ne s'intéressent pas au dialogue. Techniquement, c'est notre corps de métier, sauf qu'on s'y intéresse aussi artistiquement, sur le sens. Moi, mon expérience, elle est différente pour la post-prod. Parce Ouais. qu'il y a le cas où je suis scénariste et je fais la post-prod. Là, je me parle à moi-même. Mais sinon, pour la post-prod, le scénario, souvent, c'est l'étape où je me dis qu'est-ce qui va différencier ce projet? Où est-ce qu'il faut que je fasse attention? Si le tournage n'a pas eu lieu, qu'est-ce qu'il faut que je demande à l'ingé son? Qu'est-ce qu'il faut qu'il surveille? Si jamais j'ai été appelé vraiment en amont. Ouais. Et puis, quand je suis appelé après, oui, c'est quel est l'univers sonore qui va être un peu particulier. Là, j'ai lu un scénario il y a pas longtemps de Jeanne Herry qui se passe quasiment que dans des prisons. Donc tout de suite, je me dis comment est-ce qu'on va recréer ça? Enfin bon, en l'occurrence, j'ai raté le casting, donc je vais pas faire le film. Mais voilà, ça permet de voir un peu les particularités qui forcément vont nous rattraper au montage et qui vont pouvoir être prises en compte dès le tournage. Et du coup, quelles sont les premières questions techniques que vous vous posez à la lecture d'un scénario? Sur quoi vous, en tant qu'ingé son, vous allez jeter votre œil qu'un autre cœur de métier regardait pas? Déjà les lieux dans lesquels ça se passe, le nombre de comédiens impliqués dans chaque séquence. Ça définit, ces 2 paramètres-là, assez bien le matériel qu'on va utiliser, en fait. Mhm. Si on tourne au bord de la mer ou si on tourne dans des bureaux, on va pas prendre le même matériel, quoi. Ouais. Ou en haut d'une montagne, quoi. Ouais, puis il y a aussi une autre question, c'est est-ce qu'on va devoir construire sur une réalité ou justement la contrer? Enfin, un exemple, on peut faire effectivement une scène contemporaine dans la rue et la tourner à ce jour. Mais si tout d'un coup on fait un film d'époque à Paris, ou si on fait un film, je sais pas, de science-fiction, ou si on tourne en studio, donc il y a plein de questions à se poser sur même après pour le montage son, en fait à faire exister l'univers sonore qui serait presque off en fait. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est de nos jours? Donc il y a aussi, on me disait, le nombre de personnages, les décors et d'autres choses qui vous viennent, d'autres caractéristiques qui Il y vous a viennent. l'intention qui est dans le scénario, et après il y a ce qu'on a comme moyen technique pour recréer les intentions. Se retrouver plongé dans un décor contemporain pour recréer un film historique, ça peut poser des vrais problèmes. Donc oui, c'est un point qu'on regarde de très près. Oui, après ça peut être même plus trivial que ça. Je vois, il y a une série que j'ai faite il y a 1 an où il y avait un décor principal qui était un appartement cosy du personnage principal. Moi, j'ai eu la bonne idée d'aller faire des repérages techniques auxquels on m'avait pas invité. Et l'appartement, c'était tourné dans un faux studio qui résonnait. Donc je me suis dit, on peut pas être dans un endroit cosy et vouloir faire du son avec plein de comédiens dans un endroit qui est un hall de gare. Donc ça a demandé un travail avec la production pour faire du traitement acoustique. Il faut essayer de trouver la solution la meilleure et aussi la moins chère. Quand on peut anticiper, oui, quand on a la chance de pouvoir anticiper. Les costumes aussi. Une équipe de jeunes sur une plage en train de faire la fête, ce sera pas tout à fait la même chose pour nous que des gens dans des bureaux ou dans un wagon de train. Ou au ski. Ouais, encore pire. Les costumes, c'est-à-dire, ça changera quoi au niveau du son? Les HF, les micro Ah. HF.
C'est où placer, Voilà. où cacher Comment les HF. mettre les HF, que ça fasse pas de bruit. Et les costumes d'époque, ça fait énormément de bruit. Les corsets, ça grince. Le taffetas, c'est taffetaillant. Voilà. Ok, j'avais pas pensé à ça. Quel est le rôle, vous diriez, du son dans la narration en général? Quels sont ces espaces de création et de narration propres au son? Pour moi, je pense qu'une grande partie de la narration, ça vient quand même beaucoup au niveau du montage son. Ouais. Je pense que nous, on a plus un métier, même si on peut y voir un côté artistique, qui est plus de capter en fait le travail des comédiens, voilà, de la meilleure manière possible. Mais pour moi, la majeure partie du travail créatif est fait au moment du montage son, où là, on peut vraiment donner des espaces de plan, des rajouts d'ambiance qui ne sont pas ceux du tournage. Ok. Je pense que ça dépend beaucoup des films, en fait. Oui, aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de films en Roumanie où ils ont vraiment zéro moyen, ils font pas de montage son quasiment. Donc, on faisait que des plans séquences et on faisait tous les sons. C'est-à-dire, on ouvrait une porte, on faisait tous les bruits off, les textes off, tout ce qui était off, on le faisait en direct. C'était ce qui serait dans le film. Et bon, là, c'est quand même assez particulier, mais c'est absolument formidable à faire, hein. Mais on se pose plein de questions, surtout ce qu'on doit laisser faire et ce qu'on doit retirer parce qu'on a un doute ou parce que ça devient trop compliqué, parce que c'est un plan, il y a 10 personnes, il y en a 2 dans chaque pièce, puis la caméra, elle est dans le hall, et puis elle tourne, et puis il se passe des trucs parallèlement dans les 3 pièces. Ça, c'est quand même l'énorme contrainte. Mais alors là, c'est une énorme contrainte. Ouais. Ça implique un vrai choix de metteur en scène. Il Oui. faut aussi que le metteur en scène ait Exactement. une vraie envie d'aller vers ça. C'est ça, c'était sa demande, en fait. quand même- Et c'est rarissime. Oui, c'est rarissime et la tendance c'est plutôt de tout reconstruire maintenant et effectivement c'est pour ça que tu as raison, le travail du monteur son il est essentiel. Aujourd'hui, c'est sûr. Ça a complètement changé en 40 ans. On fait plus le même son. Nicolas, ton travail de narrateur sur le son, tu le définis comment par rapport à ton travail au scénario? Je veux dire une évidence, c'est quand même lié beaucoup au réalisateur, à ce qu'il a envie de raconter. Il y a quand même beaucoup de réalisateurs fréquemment qui ont peur un peu qu'on raconte des choses qui sont pas prévues, qui peuvent parasiter leur texte. Et puis il y en a d'autres au contraire qui sont très ouverts à la narration sonore et à la création sonore pure pour raconter des choses, qui en font un de leurs éléments de langage. Il y en a qui l'incluent d'ailleurs beaucoup dès le scénario. Bon, tous les réalisateurs disent toujours « on adore le son », mais ça se vérifie rarement. Mais il y en a quand même chez qui c'est une vraie obsession parce qu'ils ont été marqués par ça. Et c'est notamment le réalisateur avec qui je travaille le plus, moi, mon ami de 20 ans, là, avec qui j'ai fait Boîte Noire, Yann Gozlan. Et il descend vraiment de la tradition des Polanski, de la narration sonore, des trames à la Lynch. Mais ça s'applique pas à tous les films, évidemment. Et une comédie basique avec des portes et des fonds d'air, il y aura une narration sonore moindre. Même si parfois on peut faire des tentatives, mais souvent on m'a dit « ah oui, mais bon, du coup on s'intéresse à ce qui se passe off, là. Alors du coup le texte, on l'entend moins. » Voilà, ça passe ou ça passe pas. Mais je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Ok. Oui, enfin, la narration sonore peut aussi faire pencher une séquence d'un côté ou de l'autre. Enfin, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire entendre en dehors du chant? Ça peut être un peu décalé, ça peut être un peu second degré, ça peut au contraire aider à dramatiser, ou c'est des questions de mise en scène plus que de scénario, j'ai envie de dire. Moi, je suis pas sûr que le scénario, ils doivent indiquer précisément tout ce qu'il va y avoir dans le son. Ponctuellement, oui, parce que la narration va s'appuyer sur des effets sonores, mais je pense que l'intérêt, c'est peut-être plus d'essayer de montrer une ambiance, une ligne directrice, ça dépend quoi. complètement des films, en fait. Évidemment, c'est ça surtout ça. dépend. C'est ça qu'on peut explorer, justement. La moitié des metteurs en scène, ce qu'ils veulent, c'est entendre le dialogue. Le reste, ils y pensent pas au moment du tournage. Et Ils la y pensent, musique. et de la musique. Et ils y pensent quand ils sont au montage son. Là, tout d'un coup, ils réfléchissent sur le son. Moi, je pense que ça ajoute de la sensation, en fait. Ouais. Un montage son, on rajoute des sensations, que ce soit de chaleur, d'atmosphère. Je parle plus là des paysages, peut-être, mais bon, j'imagine qu'aussi une ville, il y a des films où on l'entend pas, il y a d'autres films où on l'entend beaucoup plus. Ok, donc on a dit le hors-champ, on a dit l'immersion, c'est un peu des espaces qui sont propres au son, il y en a d'autres peut-être qui vous viennent comme ça. Étrangement, peut-être c'est la voix des comédiens, parce que autant on caractérise les personnages par leur physique, leur costume, autant je trouve que la voix, ça pourrait aussi caractériser un personnage. Je suis pas sûr du tout qu'au casting, on pense à la voix du comédien. Il y a des scènes, si on se dit, putain, c'est dommage, parce que ces 3 comédiens, ils ont vraiment des voix trop semblables, là, si celui-ci ou celle-ci avait une voix très différente ou une voix cassée, ça serait intéressant pour ce personnage-là. Ça, je suis pas sûr que ce soit des choses qui soient vraiment explorées non plus, quoi. Ouais. Bah, c'est exploré en post-prod, mais pas du tout au moment du casting. En même temps, je pense qu'on peut dire qu'il y a plein de comédiens qui en sont là où ils en sont aujourd'hui parce que ils ont aussi la voix qu'ils ont. Ça fait partie de leur signature et ils ont beau changer de costume, Ils ont la même voix. ils ont la même voix. Il y a des voix très caractéristiques, même les gens qui sont pas dans ce métier, les comédiens connus, ils vont reconnaître les voix. Comment les scénaristes peuvent faciliter votre travail à supposer qu'ils puissent le faire? Ils mettent moins de comédiens Qu'il y ait moins de comédiens à l'image? En même temps. en même temps dans une même scène. Dans une même scène, dans une piscine vide. Les dialogues où on se coupe la parole beaucoup, les choses comme ça. Ouais, il y a des effets scénaristiques qui
sont parfois difficiles, sur des questions de rythme ou effectivement sur des questions de plan sonore, genre une scène où on va être dans un restaurant, on va être avec un couple et puis en même temps on va aller écouter et voir ce qui se passe sur une table plus loin, etc. Et si on fait des allers-retours, ou même une scène où il y a 10 convives et il y a 3 conversations en même temps, pour nous c'est extrêmement compliqué à gérer et à rendre réaliste, parce que le scénario il ne va montrer que ce qu'on veut faire écouter, mais en fait la réalité de la chose fait que souvent il manque des dialogues, parce que pour le metteur en scène aussi, ça devient une tannée à tourner aussi. Oui, c'est compliqué, mais c'est typiquement un problème. Sur le scénario noir sur blanc, c'est écrit de telle sorte que on ne montre que ce qui est important, que ce qu'on veut montrer. Mais dans la réalisation de la chose, en fait, il va manquer plein de lignes de dialogue. Ok, on était sur ce couple, on va aller sur l'autre couple après, mais quand on revient sur lui, il s'est passé quoi entre-temps ? Est-ce qu'on les voit ? Est-ce qu'ils discutent toujours ? Et tout ça, c'est des trucs qui sont pas écrits, donc on se retrouve là sur le plateau à inventer. On essaie d'anticiper au maximum avec la script, avec le réalisateur, avec les assistants, en disant là c'est très bien, mais là il manque des trucs. Là, moi, je viens de faire un court-métrage où c'est pareil, on voulait faire des ambiances dans un hôpital psychiatrique. On se dit oui, on fera une ambiance figuration, d'accord, mais les gens là qui sont à la table, qu'on voit, ils disent quoi ? Ils sont dans un hôpital psychiatrique, ils peuvent pas dire n'importe quoi non plus. Ils sont pas en train de parler du match de foot d'hier. Ça, c'est des éléments scénaristiques dont on aurait besoin et qui en général n'existent pas. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est que souvent il y a 2 phrases qui définissent. Ils discutent à la table d'à côté, puis on demande toujours mais qu'est-ce qu'ils disent, puis voilà, jusqu'au jour du tournage où là. J'embête beaucoup les metteurs en scène avec ça, parce qu'après, comme on a souvent peu de temps pour faire les sons seuls et qu'on dit maintenant on va enregistrer le off de ce qui est raconté, souvent ce que font les metteurs en scène, c'est dire à leurs comédiens vous continuez à parler, mais ils sont pas scénaristes, ils sont pas tous bons en impro. Ouais, ils sont parfois très démunis. En plus ils se disent c'est pas grave, on le refera en post-prod, mais le problème se retrouve aussi en post-prod. De toute façon, il y a quelqu'un qui va devoir s'y coller, prendre un ordinateur et écrire ce dialogue. On l'a vécu 1000 fois. Sur 3 ou 4 jours de post-synchro, il y a toujours une journée où il faut enregistrer ces choses qui n'ont pas été écrites. Qu'est-ce que disent les gens en commentaire en off ? En fait, c'est pas du rien. Le problème, c'est qu'on le traite comme du rien et c'est pas important. Et quand on est au montage, souvent on se retrouve dans une configuration où on dit si, c'est important. Ah oui, moi ça m'est arrivé d'écrire des dialogues pour les post-synchro. Oui, oui, c'est assez classique. Alors s'il y a un scénariste qui est là, c'est beaucoup mieux. Et le réalisateur aussi, évidemment. Sur des scénarios qui n'étaient pas les tiens. Oui, mais parce qu'on a 10 personnes, il y a 3 scènes, ils étaient journalistes en Italie, 3 scènes après, ils sont dans un hôpital. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit Faut pas que ce soit trop creux et en même temps, c'est pas nécessaire pour l'histoire. Et en même temps, plus c'est travaillé en amont, mieux c'est. Parce que quand on improvise, même en post-synchro, c'est pareil, c'est souvent raté. Ça n'a pas été bossé, donc c'est jeté, quoi. Le seul truc qu'on puisse faire en improvisation, c'est ce qu'on appelle de l'ambiance figuration. Si on dépasse effectivement les 3-4 personnes et qu'on demande à 20 personnes de faire une ambiance restaurant, parce que là, l'idée c'est juste d'avoir un environnement sonore. Nicolas, tu viens de parler du fait de retravailler les dialogues ou d'écrire des dialogues juste la veille pour qu'ils aient quelque chose à dire le jour du tournage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à tous, pas forcément en écrivant vous-même, d'avoir un impact sur le scénario en préparation du fait de votre métier ? En préparation, non, mais sur le plateau, oui, on corrige des trucs. Soit des fois, c'est peut-être un cas extrême, mais il peut y avoir des incohérences qui apparaissent tout d'un coup. Après, si on s'arrête juste sur les dialogues, c'est plus des problèmes de fluidité de dialogue ou de trucs comme ça. Sophie, toi qui avais beaucoup de perches. Ouais, ou de compréhension en fait, où des fois les choses écrites, une fois qu'elles sont dites, on n'arrive pas à l'entendre, ou le comédien il n'arrive pas, il bute toujours sur le même mot. Donc à ce moment-là, il y a tout le monde qui cherche qu'est-ce qu'il peut mettre comme synonyme pour qu'on puisse comprendre et qu'il puisse jouer, parce que des fois il y en a ça les bloque bien. Et ça au son, vous en rendez plus compte que d'autres, j'imagine. Nous on écoute plus peut-être. Ouais. C'est surtout ça. Moi souvent, sur les longs métrages, parce qu'on a plus le temps. Moi, j'aime bien le petit rituel du matin avec la script. Souvent, on se parle des séquences et j'aime bien parler de mes doutes sur une réplique ou même de choses que j'ai pas comprises. Les quelques personnes qui s'intéressent au dialogue sur un film, de toute façon, c'est la script, l'ingénieur du son et à la limite le premier assistant. Et bien sûr les comédiens et le réalisateur, mais après c'est fini quoi. Personne n'écoute. Oui, ils écoutent la musique. Et Perchman aussi, il s'intéresse beaucoup à ce qui se dit et ce qui se dit plus aussi. Moi je me souviens quand j'étais Perchman, des fois je me retrouvais sur des scènes où il y a les comédiens, ils se disent parce qu'il y a une rupture dans la scène et tout d'un coup, le comédien il bug parce que le fil conducteur n'est pas si évident. Et je me souviens que quand j'étais Perchman, j'avais exactement le même, parce qu'on apprend les dialogues et qu'on les retient, on a exactement le même problème. Si tout d'un coup il y a une rupture dramatique qui est vraiment assez tordue dans la scène, le comédien il va faire mais qu'est-ce que je dis après, parce que c'est pas logique.
Donc là, on peut aider aussi les comédiens sur des répliques un peu difficiles ou particulières, quoi. Ok. Moi, je me souviens, pour revenir à Boîte Noire, on a dû écrire en catastrophe des choses un peu techniques sur le tournage, Ouais. à la demande de Pierre Ninet, et c'était un grand moment de solitude. Parce que il voulait faire un geste dans une scène, il voulait modifier un truc technique, parce qu'il écoute, en tant qu'acousticien, il écoute des CVR, et il voulait faire un geste pour interrompre ça. Et il disait, mais qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux dire? Et dans l'urgence, moi, j'étais là parce que j'étais souvent sur le plateau. Puis j'avais fait les lectures avant avec les comédiens. On a trouvé n'importe quoi et c'est resté dans le film. C'est toujours la réplique dont j'ai honte. Mais voilà, c'est juste pour l'exemple. C'est quoi la réplique? La réplique, c'est appuie sur le gate, je crois, un truc comme ça. Et ça veut vraiment rien dire. Mais C'est pour Goldorak aussi. mais voilà, quand il y a Dussolier, Ninet, Guillaume Marquet, le comédien et 30 personnes derrière et que Ninet dit qu'est-ce que je dis et qu'on est responsable de l'écriture, bah t'as qu'à dire ça. Ouais, un peu le truc dernier moment. Ouais. Est-ce que vous avez déjà bossé sur des projets qui utilisent le son de manière créative ou originale ou... Bah, moi, j'ai travaillé avec Alain Chabat, par exemple. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui adore essayer plein de choses. En plus, c'est un univers fantastique avec le Père Noël qui avait ses ateliers. Alors là, je sais pas combien de versions de sons, de différents effets qui ont jamais été au final dans l'image, on a créé. Mais oui, là, c'était vraiment un univers particulier. Puis alors, la semaine d'après, on voyait des robots géants arriver. Enfin, on était en continu en train d'inventer des petits trucs. C'était chouette. Une vraie réflexion sur le son, sur la façon dont la comédie pouvait jouer sur le son. Ouais, en plus, lui, il adore refaire toutes les répliques dès que quelqu'un a la tête tournée. Lui, le premier. Même dans l'Audi, on avait des micros, on avait de quoi bruiter pendant le mix. S'il avait envie de refaire des sons, il en fait beaucoup à la bouche, voilà. C'est surtout en post-prod qu'ils sont créatifs. C'est pas au moment du tournage, il y a l'urgence de tourner ce qu'on doit faire dans la journée. On n'a pas le temps de faire un son seul de quoi que ce soit. Et ça peut impliquer à la prise de son des fois des réflexions, comme on parlait de... Oui, mais ça, on passe notre temps à faire des propositions qu'on pourrait faire comme ça et on nous envoie balader assez facilement. Après, il y a aussi les films où il y a beaucoup de musique, où il y a des questions qui se posent entre effectivement le scénario, l'envie de réalité, les questions de savoir si on fait les choses en vrai ou on les fait en playback. Oui, la complexité que ça peut occurer d'avoir des dialogues en même temps que des musiciens qui jouent, ce genre de choses, quoi, qui deviennent tout de suite des questions assez complexes au moment du tournage pour que ce soit logique une fois que le film est monté, tout en essayant de garder le son direct. Ça, c'est des vraies questions qui sont des fois pas simples et qui obligent des fois à faire soit des choix scénaristiques ou des choix techniques. Moi, je dirais qu'on est plus en free run, c'est-à-dire que les gens s'occupent pas tellement de nos problématiques. On a l'habitude de les gérer, elles sont pas les mêmes selon les films. Et à chaque film, effectivement, on se pose des questions, mais on se les pose nous. Et on essaye d'y répondre nous. C'est pour ça que c'est pas forcément de l'ordre du créatif, mais c'est d'apporter les meilleures réponses pour être le plus proche de l'envie d'un metteur en scène et le plus proche d'un scénario, quoi. C'est souvent même une séquence qui peut tout d'un coup être un challenge parce que je sais pas, t'as 5 personnes qui parlent en même temps dans une voiture et on dit on va laisser la caméra sur le capot et puis les 5 comédiens vont improviser dans la voiture, mais personne sera dans la voiture. Enfin, par exemple. Déjà, nous on lit ça, on se dit ouais, ça peut être bien, mais il va falloir trouver des bonnes solutions techniques. Tu auras compris que les questions de son, elles sont posées trop tard. C'est sûr que si on pouvait anticiper plus, si l'ingénieur du son allait systématiquement faire les repérages techniques, assistait aux lectures techniques, où il a encore temps de changer des morceaux de dialogue, on pourrait soulever des problématiques et qui pourraient être résolues juste en modifiant un petit peu le scénario, parfois juste dans les timings d'une scène ou des choses comme ça. Je sais pas, je viens de faire un court-métrage où la comédienne principale est schizophrène, donc c'est vrai qu'on a beaucoup anticipé sur ce qu'elle entend dans sa tête, on a beaucoup réfléchi et que la réalisatrice a envoyé des sons, les sons qui étaient écrits, des sons qui n'étaient pas écrits pour un peu perturber la comédienne, etc. Ça, c'est sûr que c'est vraiment que de l'artistique, enfin ça a des répercussions techniques, mais c'est que de l'artistique, et plus c'est anticipé, mieux c'est. Là, elle m'en a parlé, elle était encore en train d'écrire le scénario avec sa co-scénariste. Il y a quelques réalisateurs, réalisatrices avec qui moi je suis très proche, donc je lis plusieurs années avant un scénario. C'est sûr qu'il y aura d'autres idées qui pourront venir. Plus on sera concerné en amont, plus il y aura des challenges intéressants. Là, je termine un film de Tristan Seguela avec Catherine Fro et Fabrice Lucchini, où Catherine Fro, elle devient un homme, en fait, en cours de film. Donc, il s'est interrogé bien avant le tournage à ce qu'allait advenir de sa voix, par exemple. Et ça, c'était à la fois un travail sonore et à la fois un travail scénaristique. Du coup, on a fait des essais avec des logiciels, et puis on en a discuté. Catherine Fro, elle a fait des essais, elle avait peur d'en faire trop. Et en même temps, c'était bien de pas en faire trop.
Mais voilà, ça c'est une réflexion sonore sur un film qui est une comédie en plus. Bon, alors là, c'est aussi le réalisateur qui a eu l'intelligence de se dire, faut qu'on y réfléchisse avant le tournage, pendant le tournage et après. Donner notre avis de preneur de son, c'est vrai que moi, ça m'est quand même rarement arrivé, quoi. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner une nouvelle direction à une scène avec votre travail sur le son, volontairement ou involontairement? Est-ce que c'est un cas de figure qui vous arrive? J'irai pas jusque-là, mais il y a quelques films ou quelques séquences sur lesquelles je pense qu'on se bat pour qu'on puisse préserver le direct, parce qu'on sait très bien ce que la scène perdra si elle est doublée. J'aime bien l'idée de me dire que le metteur en scène, il peut faire tout ce qu'il veut, et il a le droit de faire tout ce qu'il veut, c'est son film. Mais de temps en temps, je pense que c'est pas mal de mettre dans la balance, de pouvoir préserver le jeu, oui, le son direct, même si on doit un tout petit peu influencer un des éléments de la mise en scène. Mais bon, ça c'est un avis très personnel. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est j'ai fait un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffman, qui se passe pendant l'occupation. Un des deux personnages principaux, celui qui est joué par Daniel Auteuil, il est quasiment tout le temps dans une cave, donc son univers, il est surtout sonore. C'est tout ce qu'il entend, ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe dans la rue, parce qu'il est caché. En tant que bijoutier juif, il doit se cacher. Dès le scénario, le réalisateur avait écrit toutes les intentions, mais on a pu jouer un petit peu avec... Même beaucoup, au moment de la post-prod, il y a eu de la réécriture de ce qu'ils pouvaient entendre. Ça pouvait être des dialogues, ça pouvait être des sons. Évidemment, c'est le réalisateur et son scénariste qui ont fait ça, mais voilà un bon exemple de l'influence de la matière sonore sur une narration. Daniel Auteuil passe les 3/4 du film dessous. Donc, tout ce qu'il entend, c'est essentiellement du danger, et il scrute ce qu'il entend. Il apprend des informations par des éléments off qui lui parviennent. À un moment, il ouvre un soupirail de chauffage ou une aération, et là, il entend de la musique, et ensuite, il entend une dispute. Donc, pareil, il y a eu un travail de retranscription de jusqu'où on allait, ce qu'on comprenait bien, et puis on a refait pas mal de petites choses forcément pour pouvoir ensuite les dégrader ou les filtrer. Enfin voilà, c'était un très bon exemple. Moi je sais que j'étais vraiment hyper content de travailler sur ce film. J'avais même été en province là pour essayer de marcher sur des planchers pour voir si ça donnait des pas off. Évidemment ça marchait pas. Enfin bon, ce qu'on imagine qui peut marchait pas, mais voilà. Il était à l'écriture ce off? Oui, et beaucoup. Il a ensuite, été fait sur le tournage ou c'était plus des repères, on lui donnait des tops? C'était dans l'écriture. Mais c'était en studio, toutes les scènes de cave, donc c'était plutôt, je sais plus, la script ou... Ah, c'était pas diffusé Non. C'était des timings qui étaient donnés, je crois. Où il disait les répliques, mais après on les a en fait. Moi j'ai fait la préparation pour le film de Jean-Pierre Jeunet, la Big Bug, qui devait se faire début 2019 et puis qui a été fait fin 2019. Et du coup j'ai pas fait le tournage, mais j'ai fait toute la préparation. Et dans le scénario, il y avait plein de séquences avec les robots qui étaient tout seuls avec juste un comédien. C'était des robots mécaniques, donc on avait réfléchi à comment les autres comédiens pouvaient jouer avec ces machines, en fait. Donc on avait fait tout un système pour inclure des haut-parleurs à l'intérieur, avec des gens dans une cabine speak qui pouvaient parler pour que le robot y ait les bonnes directions de regard quand il tournait la tête, quand les robots intervenaient, et ainsi de suite. Et il y avait une séquence où il y avait que les robots et un seul acteur. Donc au début, Jean-Pierre lui dit « Mais non, mais ça c'est pas grave, on fera tout en post-prod, et puis la script va dire tous les textes. » Alors nous, on s'est battus pendant 3 semaines pour lui faire admettre que c'était quand même intéressant que la comédienne, elle puisse jouer avec 3 personnages qui étaient des robots, mais c'est des personnages importants dans le scénario, pour qu'elle puisse les regarder dans le bon ordre et qu'elle puisse jouer avec ces personnages qui avaient une voix. Il y en avait un, c'était André Dussolier. Donc on a aussi ramé comme des malades pour pouvoir l'enregistrer en amont du tournage pour pouvoir le diffuser via la machine qui, en fait, avec la reconnaissance faciale, avait le lipping de Dussolier, en fait. C'était assez impressionnant de voir le robot parler. Sur le tournage, ça marchait mieux, c'était plus... Et sur le tournage, du coup, bon, moi, donc, j'ai pas pu le faire, mais effectivement, ça marchait super bien. D'ailleurs, comment on fait maintenant pour pas mal de dessins animés, ouais, hein, on filme les comédiens, on les enregistre, mais on les filme. Et effectivement, on a un vrai lipping et puis on a une vraie intention de jeu, ouais. De jeu. J'en ai fait aussi un dessin animé comme ça. Je parlais par exemple avec les VFX qui me disaient que pareil, s'il y avait du feu dans une scène, ils préféraient qu'il y ait un peu des vraies flammes parce que faire simplement des flammes en post-prod, quand il n'y a pas sur le comédien le vrai rapport, le vrai regard et tout, ça change tout et que c'est ça le plus important, de réussir à créer sur le plateau cet environnement sonore qui permette... Nous, c'est tout ce qu'on a fait sur Boîte Noire. Hein. J'ai fait les CVR, donc les Cockpit Voice Recorder des Boîtes Noires avant le tournage. Je les ai montés et on les a diffusés. Je les ai animés d'ailleurs, visuellement. On m'a enregistré en train de manipuler les logiciels pour donner l'impression que c'était les comédiens ensuite. Et ensuite, on les diffusait sur le plateau pour que les comédiens soient nourris de leur manipulation et des sons du CVR. Oui, il y a l'exemple de Sound of Metal aussi, pour plonger le comédien le plus possible dans sa sourdité. Et en fait, il avait une oreillette, il jouait et en même temps, on lui envoyait dans l'oreille en fait le son modifié qui serait mis dans le film au final. Donc il entendait vraiment sa voix comme s'il était sourd, que lui puisse jouer avec cette sensation de mais je n'entends plus rien comme d'habitude, je deviens sourd. Donc là, c'est sûr que c'est pas le truc qui s'improvise au dernier moment sur le tournage.
Ça se construit quelques mois avant, quoi. Ok, donc il n'y a pas que les VFX, les costumes ou les décors qui aident les comédiens à se projeter. D'ailleurs, il suffit de voir quand on demande à un comédien de venir en post-synchro et qu'il a plus ni son costume, ni froid ou chaud, ni son partenaire, ni le décor, c'est toujours moins bien que ce qu'il a fait sur le tournage. Toujours. Effectivement, il y a plein de réalisateurs qui nous demandent, quitte à cramer, entre guillemets, quelques dialogues, de faire des scènes dans des fêtes avec de la musique forte pour que tout fasse vrai, quoi, que la figuration bouge vrai, que les comédiens jouent vrai. Sacrifier les prises de son au bénéfice du jeu d'acteur. De la réalité, enfin, d'une réalité. Si on sacrifie complètement le son, on sacrifie le jeu d'acteur aussi. Ça, si on est obligé de tout refaire, le jeu d'acteur, il disparaît avec... Moi, je vois sur Antoinette dans les Cévennes, il y avait des grandes tablées à 13 où il y avait des gens qui parlaient un peu partout. Et on a décidé de faire tous les dialogues tout le temps. Et c'est un peu comme au théâtre où tout le monde parlait, avait un peu son fil narratif, et pour recréer les silences, les exclamations de tout le monde sur chacun des plans serrés de chacun des comédiens, en fait. Donc ça implique qu'il faut que les comédiens soient tous impliqués là-dedans, mais ça a plutôt très bien fonctionné, ça. Et tous équipés, du coup? Tous équipés, tous perchés, enfin selon les plans, mais ouais. Quasiment, ouais. Ok. Qu'est-ce que votre travail sur le son vous a appris vis-à-vis du scénario, à force de bosser dans le son? Il y a plus des choses en tant que spectateur, moi, je trouve. Ce que je vois souvent dans les films que j'appelle, je sais pas, la concordance de temps, je sais pas s'il y a pas un autre terme, mais c'est quelqu'un qui allume une télé et pile à ce moment-là, soit à la radio, soit on parle de la news qui concerne l'histoire qu'on est en train de voir. Alors pour moi, ça marche jamais, ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on tourne ces scènes-là, je pleure. C'est le côté coïncidence. Ah oui, je pense qu'il faudrait que les scénaristes se creusent la tête pour pas avoir à faire ça, parce que moi, à chaque fois que j'allume ma télé, ça parle pas d'un truc important qui concerne mon histoire en plus. Les autres, pareil. Moi, j'en ai marre qu'ils ouvrent et qu'ils ferment des portes. J'en peux plus de monter des portes. Voilà, c'est tout. Si on pouvait enlever ces scènes-là. Trouver d'autres façons de faire rentrer les personnages sur scène. Les portes automatiques. Après, ce que je trouve bien au son, c'est qu'aussi on peut refaire après. Ce qui n'est pas le cas de l'image, forcément. On peut changer un peu l'histoire après coup. Oui, ça c'est vrai, on l'a pas souligné. Le son, ça résout quand même des problèmes de scénario. Enfin, en post-prod, combien de fois il y a des post-synchro pour rattraper des choses, des scènes qui ont été coupées, des scènes qui n'ont pas été faites, des choses qu'on comprend pas. Alors évidemment, c'est pas nous à la post-prod qui allons les écrire, mais le son permet ça quand même de rattraper des trucs incroyables. Ouais, c'est ce qui est assez rigolo. Moi, j'ai fait beaucoup de films qu'à un moment, il avait buté sur son texte, mais il est impossible de lui faire refaire. C'était très compliqué, c'était très long comme séquence. Finalement, justement, on a fait claquer une porte et à ce moment-là, on a compris pourquoi il avait pas réussi à dire son texte. Ça l'avait gêné dans son jeu en quelque sorte. On pouvait très bien admettre que le fait que la porte claque, il bute sur ce qu'il est en train de raconter. Donc ça nous a sauvé la vie, cette porte. C'est marrant, du coup pas besoin de post-synchro, simplement c'est justifier le jeu approximatif, quoi. J'ai un film où a priori on va pas réussir à avoir un comédien pour faire une post-synchro pour changer son texte. Je crois qu'on va finir par mettre du son par-dessus un passage de quelque chose. Ouais, bon, c'est un peu extrême là. Mais... Une mobilette qui passe. Oui. Je connaissais pas cette technique, il y a d'autres choses comme ça. Oui, c'est pas vraiment une technique, mais bon là en l'occurrence j'ai bien peur que ça finisse comme ça, mais c'est pas très heureux. Oui, poisson. Voilà. Ouais. Vous avez d'autres exemples comme ça de scènes qui marchaient pas forcément, alors ça peut être des dialogues mais ça peut être autre chose, des scènes qui, comme vous les avez reçues, marchaient pas trop, et le fameux on verra ça en post-prod, et vous avez fixé les choses au son. Ah bah souvent sur le off en fait, sur un chant contre chant, en montage, sur une séquence qui était écrite par exemple de 3 pages, qui finalement au montage n'en fera plus que peut-être 1,5. Quand on remonte tout ça, il manque souvent des bouts. Donc souvent, la technique, c'est de faire parler un comédien en profil perdu. Moi, en tant que monteur, je le vois tout le temps, mais c'est un artifice qui sert, quoi, la réécriture lors du montage. On n'en a pas parlé, le montage dialogue aussi, qui est quand même une discipline à part du montage son. Ça révolutionne presque le visionnage d'un film. Combien de réalisatrices disent « Ah, mais c'est génial, j'entendais pas ça en montage. » D'ailleurs, ça, c'est un truc qui me travaille pas mal. Je comprends pas qu'en montage image, il n'y a pas une meilleure écoute sonore, parce que je trouve que ça influence directement le visionnage et la narration d'un film. Et à chaque film, je dis, mais pourquoi vous montez pas en LCR, c'est-à-dire à gauche, centre, droite, pour vous dégager plus de place pour les ambiances, pour la musique, et que les dialogues soient... Et je leur dis, je suis sûr que vous verriez votre film différemment, et vous le vivriez différemment. Souvent, ils ont des écoutes merdiques, dans des immeubles parisiens, haussmanniens, qui résonnent. Ils ont une enceinte là, une autre là, l'image vaguement là, qui est pas synchrone. Et ça, quasiment quel que soit le film, ça peut être des films à 20 bars, c'est la même chose. Et pourtant,
Je suis persuadé, d'ailleurs aux États-Unis, il y a des salles avec un centre. Je suis sûr que ça changerait la vision du film, le ressenti du film, et peut-être les besoins parfois de réécrire un peu, de monter un peu différemment. En même temps, tu sais aussi, ils passent du temps à monter. Ils sont, je sais pas, 14 semaines ou 15 semaines. Les dialogues, ils les connaissent par cœur. Ils n'écoutent plus les dialogues quand ils montent. Enfin, on s'en rend compte. Moi, je fais beaucoup de montage de paroles. Souvent, t'arrives et tu te rends compte que ça fait 2 mois qu'ils écoutent plus. Ils ont une espèce de vision globale du film. En même temps, je pense que ça les sauve. Tu peux pas passer 8 heures à tout le temps écouter. T'es sur des choses précises. Plus t'avances dans le montage image, ce serait mieux qu'ils aient un centre, on est d'accord. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quelques moments où les gens écoutent vraiment. C'est quand on fait la projection de détermination, où il y a des gens qui connaissent pas le scénario, qui n'ont jamais rien entendu, qui tout d'un coup disent « Ah mais cette comédienne, pourquoi elle parle aussi vite, je comprends pas ce qu'elle dit ». Alors que nous, on l'a dit pendant 2 mois sur le tournage. Et il y a certains mixeurs, en tout cas, j'en connais, qui font très attention et qui se battent vraiment sur la compréhension. Mais ça fait bien longtemps que les autres s'intéressent plus à ça, quoi. Ni les producteurs, ni les réalisateurs, ni les monteurs images. Mais parce que aussi, ils ont d'autres chats à fouetter, hein, peut-être. En 20 ans, là, ça a fait quand même... On a des outils vraiment géniaux maintenant pour retravailler les paroles. Et les réalisateurs, souvent, ils disent « Ah, j'avais pas entendu ça ». Ou parfois, on propose des doubles avec des petites intonations différentes, des petites choses. Alors, c'est tout petit, mais ça fait des petites différences de narration, parfois de compréhension. Et c'est des redécouvertes souvent. Enfin, souvent, j'entends des réalisateurs qui disent bravo, hein. Alors là, le dialogue, j'avais jamais entendu comme ça. Ça paraît magique pour eux. Il y a aussi des réalisateurs, réalisatrices qui sont extrêmement attachés à ce qu'ils ont entendu pendant plusieurs mois dans la salle de montage, même si c'est dégueulasse. Et que dès que ça redevient plus, peut-être pas clinique, mais plus audible, ça les heurte aussi. Puis ils se sont raconté des choses, je me rappelle de Mathieu Demy qui avait pris la tête parce que j'avais mis un scooter et dans sa tête, dans la rue, il pouvait pas y avoir un scooter qui passait. Et on l'a pas mis, bien sûr, c'est le patron, hein. Mais c'est marrant qu'un réalisateur peut aussi se projeter, même dans son off, dans les rues, voilà. Pour revenir plus sur la structure de l'histoire, est-ce que vous travaillez le son vraiment localement, toujours par scène sur le moment, ou est-ce que des fois vous avez une réflexion sonore qui est plus d'ensemble, une évolution de son sur la longueur? Moi, je pense plus à des films qui ont, comme tu disais tout à l'heure, un peu des styles cinématographiques très différents, quoi. À mon avis, on fait pas tous les films de la même manière. Il y a des fois où on accepte d'être dans un style peut-être plus documentaire, puis un autre où on va être très très analytique sur la manière d'enregistrer le son, très précise au maximum, quoi. En tout cas, au moment du tournage, on a assez peu de manœuvres, plus le montage qui va impulser et donner ce résultat d'une évolution ou d'un contexte global sur le film. Là où peut-être je veux faire attention, c'est est-ce que les décors correspondent à ce qu'on veut raconter? Par exemple, là, je viens de faire une série, la série dont je parlais. C'est censé se passer sur une petite île en Bretagne où tout le village est kidnappé, donc il n'y a plus aucune activité autour. Or, mon décor principal, il était en plein centre de Fontainebleau, avec une rue en train de se refaire. Ils étaient en train de refaire la chaussée, les trottoirs. Donc là, se dire, oh, on va donner une couleur parce que effectivement, ça pourrait être intéressant dans cette narration-là. Mais là, pour moi, c'est juste totalement impossible. La seule chose auquel je peux penser, c'est qu'est-ce que je peux sauver du son direct pour qu'il puisse après au montage essayer de travailler. Après, moi, je peux penser aussi, si j'ai l'équipe de post-prod, enfin si elle est déjà en place, on peut en discuter. Parce que moi, je suis sur le terrain, eux, ils peuvent pas forcément venir. Là, on discute, on dit, bon, bah, t'auras besoin de plus de quoi, à ton avis, comme ambiance? Si tu veux que je fasse plus des bords de mer, tu veux que je fasse plus des vents, il y a des décors, je me dis, mais ça sert à rien d'essayer de récupérer des ambiances de ce décor-là, parce que dans la narration, ça raconte rien. Non seulement ça raconte rien, mais en plus ça raconte des choses contraires à ce qu'on essaye de raconter. Pour aller dans ton sens, souvent ce qu'on veut entendre, ça va quand même influencer notre façon de travailler. Je pense à un exemple, j'ai fait un film qui se passait beaucoup au bord de la mer, et en même temps ce film, je savais que bon, c'est un film qui reste une comédie. On devait bien comprendre les dialogues, je savais qu'au mix, on voudrait que ce soit clair, que machin. Donc ça a influencé ma manière de travailler en disant j'utilise beaucoup plus les HF que la perche. C'est vrai que si j'avais été sur un film où j'aurais eu plus de marge, j'aurais travaillé différemment. Même après en post-prod, cette question elle se repose parce que quand on fait ce qu'on appelle les projections avant le fin de mix, on revoit souvent le mixage quasiment fini et souvent se pose la question du mixage des différents éléments. C'est-à-dire que est-ce que sur l'ensemble du film, j'ai pas trop d'ambiance ou pas trop d'effets sonores en niveau ou en quantité? Est-ce que j'ai pas trop de musique? Est-ce que les dialogues sont... Enfin, cette question, elle se pose et elle est très liée au scénario, en fait. Est-ce qu'on peut fatiguer les gens avec trop de son dans le montage son ou trop de musique ou, je sais pas, ou des dialogues agressifs C'est aussi pour ça que le choix des prises, souvent, il est sur le jeu, mais aussi peut-être sur la façon de jouer d'un comédien. D'aller peut-être prendre des prises où il va jouer un peu plus doux. Là, moi, j'ai travaillé récemment
notamment sur un film sur la construction d'un orchestre. Et très vite, la question s'est posée de savoir si la musique, il fallait l'enregistrer en direct ou pas. D'un côté, on me disait non, ça va être tout refait en post-prod. Puis d'un autre côté, la réalisatrice, je sentais bien qu'elle voulait que ce soit fait en direct. Bon, moi j'ai dit, je fais tout pour que ce soit fait en direct, pour que ça corresponde à sa manière de voir le film. Hein. C'était pas la scénariste principale du film, mais elle l'avait coécrit. Voilà, c'était aussi aller dans son sens à elle, de dire, bon, je mets les outils en place, après ils feront le choix pour faire ça. Est-ce que vous avez déjà hésité entre différentes approches sonores pour une même scène, qui auraient rien à voir, et qu'est-ce qui vous a orienté dans tel sens ou dans tel autre? Je pense que oui, sur le plateau, c'est plutôt malheureusement les solutions qui s'imposent d'elles-mêmes, quoi. En fait, on gère beaucoup de contraintes sur lesquelles on ne peut absolument pas agir, que ce soit le décor, la météo, le costume, la voix du comédien. Plus de contraintes que de liberté dans vos métiers. En fait, ça dépend si on répète ou si on répète pas, parce que maintenant, la mode est quand même à moins répéter. Si on répète beaucoup, on peut se dire, je vais essayer tel micro sur un tel micro sur l'autre, même à la perche, on va percher plutôt comme ci ou comme ça. Il faut avoir le temps, mais c'est ce qui manque le plus. C'est le temps de la conception du plan. C'est est-ce qu'on nous laisse le concevoir, ce plan? Mais maintenant, tout le monde a ce problème, que ce soit le cadreur, le pointeur, la gesson, le perchman. Est-ce que vous avez travaillé que sur des récits réalistes? Ou est-ce que vous avez déjà bossé sur des récits de l'imaginaire où il faut faire vraiment du travail de sound design, des inventions? Et si oui, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que ça se travaille différemment? Moi, je te parlais tout à l'heure d'Alain Chabat là, pour Santa et compagnie. C'est un film pour enfants un peu fantastique. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est marrant. Dès le début, il m'a dit il faut faire parler des rennes. Donc je me suis vraiment creusé la tête à me dire comment on fait parler les rennes. J'ai cherché évidemment des vidéos. J'ai un copain qui m'a créé un logiciel pour essayer de retranscrire des sons comme des rennes. Voilà, c'est sûr que c'est plus marrant. Puis comme il avait pas mal de moyens, donc il voulait animer plein de choses. Donc fatalement, il y avait une recherche sonore à proposer. Peut-être c'est trop de liberté parce que quand on te dit de faire parler un renne, comment tu orientes tes réflexions sonores? Ça m'a pas mal stressé. Ouais. Et en plus, il y avait de l'interaction avec les comédiens. Donc je me disais vraiment pour pas que ce soit ridicule. Mais c'est sûr que des films où je repensais tout à l'heure dans les idées où le son a un rôle global, je repensais à un film de Michel Hazanavicius qui se passe en Tchétchénie pendant la guerre. Là, l'ingé son, c'était Jean Minondo. Il avait beaucoup réfléchi aux histoires de langue, par exemple. Quand on fait un film à l'étranger, c'est rarement dans le bon pays. Enfin, pas toujours, en tout cas. Là, en l'occurrence, c'était juste pas possible. C'était en Géorgie. Il y a eu toute une réflexion de sa part, et avec Michel, je pense aussi beaucoup, le directeur de production, sur comment est-ce qu'on gère les langues qui vont jouer à la fois avec les personnages principaux et aussi la figuration. Donc, ils ont enregistré plein de figurants tchétchènes sur le tournage en Géorgie, en prévision de la post-prod. Et c'était aussi un film de guerre, donc à faire aussi, c'était, je vais pas dire marrant, mais c'était chouette, quoi. Créatif, c'était très encadré, parce que Michel, il encadre beaucoup le son, il aime pas quand ça déborde trop, c'est le ressenti que j'ai eu, mais ouais, c'était vraiment un univers sonore très particulier. Moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est un peu la limite du truc, en France, on fait pas tellement de SF et de choses comme ça. Je m'étais posé la question à l'époque où j'ai fait le montage son de La Tour Montparnasse, où on était deux à monter, on s'était dit, c'est de la BD, en fait, et on s'était à chaque fois orienté, à chaque fois qu'on cherchait des sons, on leur donnait une connotation cartoon. C'est-à-dire que la recherche, c'était un son réel, mais cartoon. Et souvent, même sur la comédie en France, je vois un peu le travail aussi de mes collègues en montage son, il y a un peu ce curseur d'essayer d'écrire quelque chose quand on crée des sons, que ce soit ce qu'on fait nous ou le bruiteur. C'est-à-dire de toujours trouver une couleur particulière, une identité, un son. Il y a un moment, les portes, c'est pas drôle. Mais même sur le travail des portes, j'adore dire telle porte chez un tel, elle a telle sonorité parce que ce mec, il est comme ça. Donc sa porte, elle peut pas vibrer. Enfin, c'est un exemple. On se raconte nos histoires à chaque fois parce que ça a l'air de rien, mais chaque son qui est maintenant en montage son, quasiment il est créé. On dit pas, on prend un sonothèque, on dit porte, fenêtre, voiture. Chaque son, on se dit, qu'est-ce que je peux apporter avec ce son? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ce son? Et je pense que ce travail, on le fait vraiment en fonction du scénario et du film sur lequel on travaille. Quelles sont par exemple toutes les choses différentes que pourrait raconter une porte qui claque? La matière, est-ce qu'elle est lourde, est-ce qu'elle est légère? De temps en temps, ça peut même être utilisé comme un effet. C'est-à-dire, c'est une porte et puis ça devient un effet sonore pour passer à autre chose, je sais pas, un fondu au noir ou n'importe quoi, mais on le fait moins dans le cinéma français, mais c'est vrai que le cinéma américain, même des sons qui seraient a priori normaux, sont assez souvent des effets sonores en fait. Il y en a qui doivent être effectivement transparents, qu'on ne doit pas remarquer, et puis d'autres qui sont peut-être plus remarquables. Moi, il y a un film qui m'avait marqué pour ça, c'était Comment faire entendre le silence dans Gravity. On fait entendre le silence en mettant une musique au départ très très forte, et une fois que cette musique s'arrête, d'un seul coup, on est dans l'espace, on est dans le silence. Par un contraste. Par un contraste, oui. Moi, je me souviens, il y a longtemps, ça, c'était sur un court-métrage où j'avais fait la prise de son et le montage son. Et je m'étais amusé en quelque sorte. C'était un personnage qui était en voiture, qui s'arrêtait à récupérer des animaux de plus en plus. Ça commençait par un chat, un poisson rouge, des choses comme ça.
Il était en forêt et à chaque fois qu'il s'arrêtait en forêt, on avait tourné des séquences où il était tout seul, en fait, perdu un peu dans cette forêt. Et j'avais construit tout un dialogue en fait des animaux entre eux. Enfin, en fait, les animaux commençaient à lui parler avec des petits oiseaux. Mais c'est juste des petits sons ponctuels comme ça, de ci, de là et tout. Mais je m'étais amusé à construire tout un truc qui, en fait, je trouve apportait pas mal de relief et de profondeur sonore. Mais franchement, c'est de l'ordre de l'inconscient quand on regarde le film, quoi. On fait vivre comme ça un petit univers, on se raconte des trucs, mais c'est vraiment des petites touches. C'est pas nécessaire à la compréhension de l'histoire, c'est plus... Non, c'était même pas écrit, mais c'était assez joli au final. Est-ce qu'il y a un type de scène où les scénaristes ils devraient un peu plus, ou à l'inverse un peu moins, se reposer sur vous? Tu veux dire enlever les dialogues alors? En fait, c'est ça. On sait pas trop écrire sur le silence. C'est pas la tendance. Hein. J'ai revu il y a pas longtemps Out of Africa. C'est un film qui est construit autour des silences et ils sont super beaux les silences. Et quand on est même monteur son, il y a plein de moments parce que le scénario nous donne plein d'idées. On aimerait bien pouvoir construire, mais en fait on peut pas parce que ça s'arrête jamais. Ça parle tout le temps. Il y a pas de silence, il y a pas de regard. Ça, je sais pas si c'est le scénario ou la mise en scène. Je pense que c'est un mélange des deux, quoi. Déjà, quand tu lis ton scénario et que quand il y a pas de dialogue, le premier truc qu'écrit le scénariste, c'est scène muette. Tu te dis, mais attendez, là, il y a un petit problème. Le seul endroit où il y a pas de son, faut aller dans l'espace. Donc, pourquoi il met scène muette? Soit le spectateur devient sourd tout d'un coup. Enfin, il y a un problème. Et en fait, de lui-même, le scénariste dit, bah, je ne sais pas écrire en dehors du dialogue, il y a pas de son. Bah, si. En plus, après, le réalisateur, allons-y, on s'en fout, c'est une scène muette. Bah non, c'est pas une scène muette. Il arrive, il ouvre une porte, il monte un escalier, il prend une chaise, il s'assoit. Voilà, il y a un chat qui arrive, qui miaule, il a faim, il lui donne à manger. Non, c'est pas une scène muette, ça. C'est une scène sonore. Le cinéma est sonore depuis 1937, donc on sait quand même qu'il y a autre chose que de la voix aussi. Et peut-être qu'en s'autorisant ça, on pourrait peut-être avoir des scènes, oui, où on réfléchit un peu plus. Ah oui, si on pouvait arrêter de tout expliquer avec les dialogues, ce serait pas mal. Entre l'image et le son, on a des outils merveilleux pour expliquer plein de choses. Il n'y a pas besoin de dialogue. C'est quoi la typologie de scénario sur laquelle vous rêveriez de bosser au son? Bah, y en a plein, moi je trouve. Ça peut être aussi bien pour des choix personnels d'aller à la montagne, mais aussi d'enregistrer de la musique, parce que ça pose tout un tas de questions. Et des fois, ne serait-ce que regarder des comédiens jouer, c'est déjà aussi très agréable. Moi, je trouve c'est intéressant de travailler sur des films où, effectivement, parlons du film de Jeunet, moi je l'ai pas vu, mais où on part de zéro. C'est comme un dessin animé, c'est-à-dire que tout est à créer. Pour moi, c'est culte, mais des films genre comme Alien, où c'est pas que la musique, c'est créer un espace, créer des sons, donner une couleur à chaque chose, l'inventer. C'est vrai qu'on est assez loin de ce cinéma en France. On est plus dans le naturalisme, recréer une réalité qui existe, ce qui est pas inintéressant, hein, mais travailler sur un film comme on travaillerait sur un dessin animé, je trouve ça passionnant. Ok, les autres? Bah, à part l'inatteignable, j'aurais aimé faire un film de Spielberg, mais bon, j'ai fait la paix avec ça. Mais il y a aussi des réalisateurs français qui sont super au son. Moi, je rêvais de travailler avec Jean-Jacques Hano, c'était mon parrain à la Fémis. Ouais. Bon, bah, ça s'est pas fait, ça se fera peut-être pas. Mais j'ai eu la chance de travailler sur des films hyper différents, donc je dirais, bah, le prochain film que j'écris, s'il se fait, il se passe dans le futur. Donc je pense qu'au son, ce sera cool à faire. Et là, je vais normalement aussi faire un film au montage son uniquement, où je me réjouis parce que ça se passe quasiment qu'en extérieur, dans des endroits hyper sauvages. Là, il y aura pas de porte, enfin très peu. Non mais c'est con, mais au fil des années, j'ai appris à beaucoup aimer les films qui se passent en extérieur, dans des paysages vastes où je vais respirer. C'est con, mais moi je suis dans ma salle tous les jours, dans le noir. Et ben c'est pas le même mood de monter des scènes d'extérieur. Franchement, c'est beaucoup plus reposant. Enfin, ça me réjouit parce qu'il y en a pas beaucoup. Oh, j'aurais dû te ramener une ambiance travaux de Fontainebleau. Ça va être sympa ça au quotidien. Et enfin, Sophie, malgré ta retraite, est-ce qu'il y a une typologie de moi, projet? c'est les films dans des beaux pays. J'ai fait un film chinois au Népal. C'était extraordinaire à faire. Ils étaient son chinois, on était 3 Français à faire du son. Et c'est la première fois qu'on a fait taire une équipe en 2 secondes. Il y avait un mec qui hurlait silence et tout s'arrêtait. On n'avait jamais vu ça de notre vie. C'était très impressionnant. Faudrait qu'on apporte ça en France. On enregistre des choses qu'on n'enregistre pas quand on habite à Paris ou même en France. On en profite, on fait des tonnes d'ambiance, on va se balader partout. Ça ouvre les oreilles, c'est merveilleux, quoi. C'est sûr que, enfin, moi, je suis allé à Katmandou. Tu te dis pas, le week-end, fais chier, il faut que j'aille faire des sons. Non, t'as plaisir à te balader. Et en fait, on peut réécouter parce que à Paris, j'écoute plus. En fait, je souffre. Je me dis, bon, on va sauver les dialogues et puis le reste, c'est inintéressant. Que ce soit les bus, les machins, les klaxons. Travailler l'urbain, ça vous intéresse moins que de bosser à la nature, tout moi, ça? Ça m'intéresse
m'intéresse plus en tout cas. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des très belles matières en ville, mais le problème c'est qu'elles sont pas du tout exploitées, quoi. En plus ça, Paris est quand même une ville qui devient de plus en plus silencieuse. Enfin, ça dépend des quartiers, mais dans certains quartiers, je trouve que le fait que la circulation soit vachement diminuée, moi je trouve qu'on redécouvre des sons, on redécouvre des ambiances qui sont assez jolies, assez étonnantes des fois. Ouais, moi, il y a 3-4 ans, il y a Cédric Lapiche avec qui j'avais travaillé sur un film qui m'avait dit j'aimerais avoir le Paris de 2018 parce que c'était le moment où on faisait le film et je me suis dit putain mais c'est quoi le Paris de 2018? Ça m'a forcé à réfléchir et c'était le moment où il y avait les trottinettes qu'on entendait sonner partout. Les limes ou les trucs comme ça. Voilà, là. on pouvait les faire sonner quand on la cherchait dans la rue. Ouais. Et bah du coup, on en a mis pas mal dans le film. En fait, tout découle aussi du réalisateur, quoi. Quand il y en a un qui a une réflexion sonore, ça devient quand même plus intéressant. Quel que soit le lieu. Ouais. En tout cas, là, ça m'a redonné envie et j'ai refait des sons à Paris, ce que j'avais pas fait depuis hyper longtemps. Je me suis amusé à faire des sons en 5-0 dans Paris et il y a des tas de films parisiens où j'ai pas fait de son. Et je pense que ça participait un tout petit peu à l'univers du film. Est-ce que le scénario influence votre volonté de vous engager sur un projet? Parce que quand c'est vraiment naze, j'en ai refusé quelques-uns parce que je suis sûre que ça fait des films nazes. C'est un luxe, de refuser. Effectivement, le premier film sur lequel j'ai été ingé son, on parlait de Bernard Aubouy, il m'a dit le scénario m'est tombé des mains, je ne dirais pas ce que c'était comme film. Du coup, je me suis retrouvé faire un film comme ingénieur du son parce que quelqu'un l'avait refusé. Moi, c'était mon premier, alors forcément, j'étais content. Ça plaît forcément. Et après, ça peut nous arriver de travailler sur des films dont on trouve le scénario pas terrible, mais qui restent des challenges techniques, où on a plaisir à bien travailler, où on a plaisir à travailler avec les gens avec qui on le fait. Pour moi, c'est quand même 90% du plaisir de ce métier, être au service d'un film. C'est chouette, même si le scénario est pas bien. Le facteur humain est quand même, enfin, surtout plus le tournage est long, il vaut mieux s'entendre bien avec l'équipe. Mais c'est sûr que peut-être un scénario un peu moyen, un peu bancal, si vraiment le casting en face est incroyable, bah, c'est pas grave, hein. D'abord, ça peut faire la différence. On essaye aussi toujours d'améliorer les choses à chaque étape, hein. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à la communauté des scénaristes? On les adore. Non, ils sont vraiment pas à une place facile. Moi, je vois sur les plateaux, surtout quand le scénariste est pas là, le réalisateur n'a rien écrit, les comédiens sont là à dire c'est quoi ce texte de merde, machin. Et on sait très bien que nous, on n'a pas le temps, mais les scénaristes, ils ont pas eu plus le temps. De toute façon, le scénario, il a été fini 2 jours avant parce que on leur a pas donné les moyens d'écrire suffisamment à l'avance. Je trouve qu'il faut qu'on consacre beaucoup plus de temps et de moyens à l'écriture du scénario. Peut-être qu'ils travaillent plus en équipe, moins solitaire. Voilà. Enfin, c'est quoi le dernier film ou la dernière série que vous avez vu qui vous a marqué niveau son? Alors moi, c'est Licorice Pizza, parce que j'étais très étonnée. Au moment où maintenant on met de la musique, lui il met pas de musique. À un moment où quand le camion part en marche arrière et il va descendre toute la route là, oui, je vois. Et là il y a pas de musique. Et là il y a les bruits du camion et là on commence à avoir peur. Il y aurait eu de la musique, on aurait rigolé. Ah, super intéressant. Les autres? Là, je repense à Lynx, c'est un film pour les enfants et au son, c'est vraiment mais sublime. Et je vais travailler avec le mec là qui s'appelle Boris Jolivet. Ça se passe dans le Jura. On voit un peu le retour du lynx dans les montagnes suisses. Et au son, ça m'a bien bluffé, quoi. Je suis impatient qu'il m'en parle, de savoir comment il a fait ça. Voilà, bon, c'est l'exemple qui me vient, là. Ok. Le film que j'ai vu hier soir, The Power of the Dog, Ouais. de Jane Campion, très très beau, avec beaucoup de silence comme ça. Et des silences qui sont même... On aurait pu mettre plein d'oiseaux, plein de choses comme ça. Non, là, ça reste très 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 silencieux. Et je trouve que c'est bien, c'est très épuré. Bah, merci à tous les 5 pour vos réponses, du coup. Merci. 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 Les ingénieurs du son et de scénario, c'est terminé. Merci encore à Amaury, Pierre-Antoine, Sophie, Nicolas et Guillaume pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.